Créé en 1994 en Afghanistan par Marie-Pierre Calais et Frédéric Roussel, Acted est aujourd'hui présent dans plus de 40 pays du monde, agissant sans relâche dans le domaine humanitaire, mais aussi dans l'aide au développement et dans la défense de l'environnement. 30 ans après sa création, quel bilan peut-on tirer? Quels sont les grands défis qui attendent cette ONG? Pour en parler, je reçois son président, Bertrand Gallet. Bonsoir et bienvenue dans le Face à Face. Bonjour Bertrand Gallet. Bonjour. Vous êtes président de l'ONG Acted. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa. Il existe plusieurs organisations humanitaires, mais quelle est la particularité de votre ONG? Alors, Acted, c'est une ONG qui a été créée il y a 30 ans, en 1994. On a fêté les 30 ans il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est une ONG qui n'est pas médicale, donc on fait tout sauf ce qui est médical. Et c'est la plus récente des grandes ONG humanitaires françaises, parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en France, pas seulement, mais c'est important dans l'histoire de l'humanitaire. Et elle est devenue en 30 ans une des premières en France, la première ou la deuxième, ça dépend des années en termes budgétaires, et une des 10 premières dans le monde. Donc on a une croissance malheureusement spectaculaire, parce que la croissance d'une ONG humanitaire, ça reflète les malheurs du monde. Mais on a une vision très particulière et qui nous ont permis d'éviter un certain nombre d'écueils et de passer un certain nombre d'obstacles grâce à toute une stratégie dont je peux parler. Si Bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes présent dans plus de 40 pays du monde. Au plus que ça, maintenant on doit être à 45 pays. Voilà. Avec une forte expansion en Afrique d'ailleurs, parce que on s'enregistre systématiquement dans beaucoup de pays d'Afrique, même s'il n'y a pas d'urgence. Bon, on est maintenant enregistré au Cameroun, mais on est en train de s'enregistrer au Togo, au Bénin, parce qu'on pense que malheureusement il va y avoir des choses à régler, ou il y aura des besoins humanitaires bientôt, puisque là, tout ce qui est des conflits du Sahel descendent vers le sud. Voilà, on a beaucoup de... On s'est réenregistré en Côte d'Ivoire à cause des mouvements de migration qui viennent du Burkina et qui sont causés par ce qui se passe au Burkina. Donc en gros, on commence à voir entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, je ne sais plus dans combien de pays, mais on en a près d'une vingtaine de pays dans lesquels on est en Afrique. Et pour mener toutes ces missions, vous avez un effectif conséquent. Est-ce que vous avez approximativement le nombre de personnes qui constituent cette ONG? On a à peu près 8000 personnes qui travaillent à Acted dans le monde. Je ne sais plus combien, je crois qu'on en a à peu près 2000 en Afrique. Évidemment, essentiellement des Africains, on a très peu d'expatriés. Et la tendance, c'est la croissance, parce qu'on ouvre des nouveaux bureaux, on embauche, voilà, on a tout un travail de croissance en Afrique, avec des pays extrêmement en difficulté. Je pense au Soudan, où il y a presque, je crois qu'il y a 9 millions de réfugiés au Soudan. Au Burkina Faso, il y a plusieurs millions de réfugiés. C'est, voilà, je crois que c'est des sommes, des quantités énormes. Il y a 44 millions de déplacés en Afrique, presque la moitié des chiffres mondiaux. Donc il y a un appel des besoins gigantesques. Voilà. Pour celui qui nous regarde et qui souhaite s'engager, comment il peut s'y prendre? On embauche dans les pays. Il y a des appels à candidature. On embauche des compétences comptables, d'ingénieurs, logisticiens, chauffeurs. On embauche, d'ailleurs. Les gens le savent, il y a une petite compétition dans chaque capitale entre les ONG. Les Africains font un benchmark pour savoir qui est-ce qui paye le mieux, etc. C'est très bien, ça prouve que
on vit avec le pays, quoi. Moi, j'aimerais bien rester sur l'aspect un peu plus bénévole. Est-ce que vous avez constaté un accroissement de l'engagement au sein de votre ONG ces dernières années-là? Alors, nous, on n'a pas de bénévoles. Hein. Ah, il n'y a pas de bénévoles chez Acted. On n'a pas de bénévoles. C'est très compliqué à gérer, les bénévoles. C'est difficile à gérer. C'est un choix, hein. Je ne dis pas, j'ai rien contre les bénévolats, mais nous, on a vraiment... C'est professionnel, les gens sont payés, il y a tous les droits sociaux y afférents, et on tient beaucoup à ce que ça soit normal, quoi. Parce que quelquefois, le bénévolat, ça cache des formes de travail gratuit un peu excessif, donc on est très, 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 très clair là-dessus, quoi. Très bien, parlons un peu de votre engagement personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Acted? Moi, je le connais quasiment depuis qu'ils sont petits, si j'ose dire, parce qu'ils sont nés en Afghanistan, dans des conditions d'ailleurs assez étonnantes, puisque la première fois que j'ai entendu parler d'Acted, on m'en a dit énormément de mal. C'était des grandes ONG qui étaient à Peshawar, au Pakistan, qui travaillaient en Afghanistan, et Acted, c'était une espèce de canards dans la couvée de poussins. Ils rentraient pas dans les normes classique de l'humanitaire. Il faut savoir que l'humanitaire, je fais un retour en arrière assez rapide pour comprendre un peu. Bien sûr, allez-y. On est dans la 4e période de l'histoire de l'humanitaire, si je veux dire. La première, c'est la Croix-Rouge, créée, je crois, en 1864, à la suite de la bataille de Solferino. Donc c'était un humanitaire pour les soldats, pour les ambulances, etc., qui n'étaient ni soignés et tout ça. Et ça a créé un énorme mouvement mondial de Société nationale de la Croix-Rouge, c'est parti de la Suisse. La deuxième période, c'est quand les Nations Unies s'en sont emparées, après la guerre. On a eu, je crois, juste après la guerre, en 1945, la création de l'UNRWA, dont on parle beaucoup aujourd'hui, oui. à Gaza, malheureusement, qui est l'Agence des Nations Unies pour la Palestine. Et puis, en 1949, la création du HCR, du Haut Comité aux réfugiés, qui a pris globalement la question des déplacements, qui est une question majeure. Je vous parlais des chiffres tout à l'heure, c'est colossal. Et puis, donc, la multilatéralisation de l'humanitaire, avec souvent des contrats passés avec les ONG classiques. Et la 4e période, c'est celle qu'on vit aujourd'hui, qui est partie dans les années 80-90, souvent issu de ce qui s'est passé en Afghanistan. C'est intéressant parce que l'Afghanistan, c'était à la fois le cross-boarding, c'est-à-dire la capacité d'entrer clandestinement dans des pays, ce qui était très excitant et surtout pour les ONG médicales, parce qu'ils allaient soigner dans les villages, etc., notamment Médecins sans frontières, qui avait un hôpital au nord de l'Afghanistan, dans le Badakhshan. Il fallait 1 mois de marche sur la montagne pour y arriver, donc c'était quelque chose. Et puis, c'est tous les dérèglements de l'après-guerre froide, avec énormément de problèmes qui se posent et des situations extrêmement difficiles pour les humanitaires, qui sont tous confrontés à des gros problèmes. Si vous voulez, à l'après-guerre froide, il y a eu un grand dérèglement des États qui n'étaient plus protégés ni par les Américains ni par les Russes, donc ils avaient une espèce d'effervescence avec des coups d'État, etc. On a vu ça un peu partout, dans tous les pays, au Nigeria et ailleurs. Et ensuite, et on le voit aujourd'hui, un repli identitaire, souverain, fermeture des États. On le voit très bien au Sahel. Justement. Et ça fait partie des problèmes qu'affronte Acted. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, je vais un peu vite, mais tout ce qui s'est créé, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Aide médicale internationale, Action contre la faim dans les années 70, avait 2 objectifs, c'était soigner, aider et témoigner. Bernard Kouchner passant à la télévision, etc., pour révéler au monde ce qui se passait vers la fin de la guerre froide et après la guerre froide, quand brusquement les gens ont découvert, à partir du Biafra et après dans d'autres pays, toutes les difficultés qui se passaient dans le monde. Donc ça a été extrêmement porteur. D'où l'appel aux fonds privés et énormément d'argent
des trésors de guerre, enfin des fonds propres très très importants pour ces grandes ONG qui vivent toujours aujourd'hui sur ces fonds propres. Nous, on est arrivé après. On est arrivé après et on n'a pas fait appel aux fonds propres. On a fait appel aux bailleurs publics, les Nations Unies, la Banque mondiale, mais surtout les Américains, ECHO, qui est l'agence européenne pour l'humanitaire, les Norvégiens, les Japonais, etc. On n'a pas d'argent de dons privés. Et ça nous a obligés à être d'une rigueur extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a industrialisé le processus, si je puis me permettre cette malheureuse formule, comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse être totalement inattaquable sur tout ce qui était l'attribution de l'argent, le fonctionnement, la clarté des comptes, etc. On a, quand je dis industrialisé, on a créé un système d'audit interne de près de 20 personnes qui travaillent à plein temps et qui fait qu'on est totalement inattaquable par les grands bailleurs. Et chaque fois qu'on a des audits, ça se termine toujours très bien. Donc on a pris plusieurs longueurs d'avance sur les autres ONG qui, lorsque l'argent privé a commencé à baisser, se sont tournés vers l'argent public, n'étaient pas outillés pour ça et ne prenaient pas ça totalement au sérieux au départ. Voilà, donc il y a cette question d'industrialisation. Le deuxième choc de cette quatrième période de l'histoire de l'humanitaire, c'est ce que nous on appelle dans le jargon la désintermédiation. C'est-à-dire quand Kouchner témoignait sur ce qui se passait en Somalie, etc., tout le monde découvrait parce qu'il emmenait des journalistes avec lui, et voilà. Et aujourd'hui, c'est Internet qui fait ça, c'est les réseaux sociaux. Si vous prenez un cas, la guerre civile en Syrie, toutes les informations, même les images, il y a même eu un film qui a été fait en montant des images d'Internet, tout est arrivé par Internet, il n'y avait personne sur place. Et en plus, aujourd'hui, si je vois en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, et je ne parle pas des pays de l'Est, de la Russie, etc., si une ONG humanitaire s'amusait à faire des communiqués pour dire les horreurs qui se passent avec Bachar el-Assad ou avec dans tel et tel pays africain, il serait expulsé dans les 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir des autorisations pour les humanitaires pour travailler dans certains pays. Sur le Cameroun, on a mis presque 2 ans à avoir une autorisation officielle. Pas parce que le Cameroun est plus méchant que les autres, simplement le système bureaucratique des États s'est emparé de cette question alors qu'avant, ça ne les intéressait pas, quoi. Ils se sont rendus compte que c'était un enjeu politique important. Très bien. En tant que président de cette ONG, quel est votre principal rôle? Comment s'organise la gouvernance d'Acted? Alors moi, j'ai une gouvernance non exécutive. Je suis au-dessus de l'exécutif, mais on a 2 personnes de grande qualité qui ont créé Acted, qui sont Marie-Pierre Calais et Frédéric Roussel, et qui à la fois gèrent le quotidien et analysent justement tous les risques dont je vous ai parlé et de manière préventive réfléchissent à la manière de les contourner. On est complètement, enfin tout ça, le bureau et la présidence suivent ça au jour le jour, mais il y a une vraie équipe, une vraie intelligence collective. Ils ont tous à peu près le même âge, la même génération, assez jeunes, et ils sont tous extrêmement performants dans on voit au résultat, on a une croissance à 2 chiffres, c'est assez spectaculaire, alors qu'on est parti avec 0 fonds propres. On est parti avec rien du tout, quoi. C'est une très belle réussite. C'est pas sûr que ça dure éternellement parce qu'il y a beaucoup de risques. L'humanitaire va évoluer, bien sûr, très vite. On reviendra sur les défis qui vous attendent. Mais on va parler actuellement de vos missions. Vous êtes présent dans plusieurs pays africains. Avec le conflit au Soudan, on remarque l'arrivée de plusieurs réfugiés au Tchad. Comment vous organisez pour... Alors, on gère beaucoup de camps de réfugiés. Ouais. Avec l'aide médicale, l'aide alimentaire, le Fonds des Nations Unies, là, le PAM, ouais, Programme alimentaire mondial,
et avec tous les programmes qui existent d'aide aux réfugiés qui sont malheureusement très insuffisants et par rapport à les énormes besoins. Donc on gère des camps et on a une vision des choses. C'est peut-être une des autres raisons de la réussite d'Acted, c'est on est l'ONG du dernier kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un slogan qui est repris à Chronopost, donc c'est pas forcément glorieux pour l'humanitaire. Mais ça veut dire concrètement, les machines onusiennes, les agences des Nations Unies. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la Toyota blanche avec une antenne. Vous avez dû voir ça. En général, dès qu'il y a un Hilton ou un Radisson quelque part, il y a toujours les voitures blanches des Nations Unies garées devant le bar. Ça fait partie les Africains voient ça comme une espèce de fatalité. Et c'est ce qu'on appelle l'humanitaire des nababs. Voilà, c'est une façon de gens qui sont super bien payés à faire des rapports que personne ne lira. Enfin, on connaît tout ça au bord de la piscine, on a tous vu ça. Nous, on voudrait sortir de ça et d'abord, on est très frugaux dans notre fonctionnement. On n'a rien de spectaculaire. Et moins on est spectaculaire, mieux c'est, parce maintenant, il y a un phénomène de rejet des ONG. Contre l'Occident, contre les Nations Unies, machin, tout ça, c'est connu. Donc nous, on fait profil bas. On a des voitures qui sont jamais marquées Acted, ce qui nous a bien aidé. Je prends un exemple anecdotique, parce que ça a été filmé par une caméra. On a un chauffeur qui s'est fait arrêter en Haïti, à Port-au-Prince, et kidnapper lui et sa voiture. C'était assez drôle parce qu'ils sont arrivés dans un pick-up. Ils ont pris la voiture, ils ont pris le chauffeur, et puis ils ont oublié un de leurs des gangs qui courait derrière, qui est monté dans le pick-up en courant. Enfin, on aurait dit un gag. Et on a pu négocier parce qu'il n'y avait rien marqué sur la voiture. Le gars a dit qu'il était chauffeur pour je ne sais pas quoi. Ils ont demandé une somme totalement délirante, genre 3 millions de dollars, et à la fin, c'est un membre de la famille du chauffeur qui a négocié en disant on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, voilà. Ils n'ont jamais fait le rapprochement avec Acted. Finalement, on a payé 600 € de rançon. On a récupéré, non pas la voiture, mais en tout cas, qui était en location d'ailleurs, on a récupéré le chauffeur. Tout ça pour dire que profil bas, ça fait partie de notre philosophie. Et l'idée, c'est, on travaille sur deux choses. On travaille sur la précision, c'est-à-dire là où on fait un énorme travail de connaissance anthropologique, économique, sociologique, géographique, tout ce que vous voulez, du territoire. Pour ce faire, on a créé en 2011 une société qui est à Genève, où on est coactionnaire avec UNOSAD des Nations Unies, et qui est devenu le numéro 1 mondial du renseignement de l'information sur l'humanitaire. On fournit toutes les agences des UN et on fournit toutes les ONG, d'ailleurs on ne fait pas payer, tout ça est public, ce qui nous permet d'avoir une connaissance très très fine des endroits où on va. Quand je parle du dernier kilomètre, on ne s'arrête pas justement dans la capitale avec trois petits tours en Toyota pour voir un peu l'ambiance. On va, je ne sais pas, au Mali, on est à Mopti, au Burkina, on va à Ouaïgouya et même au nord, à la frontière. Voilà, avec des gens du pays bien implantés, des Touaregs en milieu Touareg, voilà. Et tout ça permet de travailler. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, on y était avant l'invasion russe, on travaillait à Donbass. Et avec Reach, donc notre entreprise, parce que l'avantage de Reach, c'est qu'on a tous les renseignements satellitaires et en même temps, on utilise tous les gens de terrain d'Acted. Donc et on envoie régulièrement des jeunes travailler sur le terrain, dans la zone des 3 frontières et tout ça. Et en Ukraine, dans tout ce qui s'approchait du front, plus les humanitaires n'y allaient pas, c'était trop dangereux. Et nous, on avait une connaissance très fine à la fois des besoins et des opportunités des deux côtés du front, à la fois côté russe et côté ukrainien. Ce qui nous a permis, avec des bailleurs, de faire un programme qui a touché presque 3 millions de personnes. On était absolument les seuls à pouvoir le faire. Voilà, c'est ça le dernier kilomètre, c'est une connaissance. Et le dernier aspect du dernier kilomètre, et ça on y tient beaucoup, c'est
on mélange, on fait côtoyer en permanence l'urgence et le développement, qui est un débat serpent de mer depuis des années. On est sur place, on définit un territoire qui est un pays, une zone, on appelle des zones de proximité, de voisinage, et on travaille avec les autorités locales, quelles qu'elles soient. S'il y a des élus, s'il y a de la décentralisation, sinon on travaille avec, en Afghanistan, les gens qui gèrent l'irrigation, on travaille avec le comité des anciens, etc. en Afrique, et on reste très longtemps. Donc à la fois on forme et on aide l'agriculture, etc. Et j'oublie, je terminerai parce que je suis un peu long, on a une filiale qui s'appelle Oxus, qui est une filiale de microfinance, qui ne travaille que sur l'Asie centrale. Mais pour vous dire, en Afghanistan, on est devenu, avec la fondation Aga Khan, la seule banque de crédit pour les agriculteurs afghans. On a négocié avec les talibans une fatwa un peu... Voilà, je n'insiste pas, qui permet de faire du prêt, qui n'est en fait une forme de leasing, comme font très très souvent les pays arabes. Et si jamais les Afghans décidaient de nous faire partir, ça ferait une petite catastrophe dans les milieux ruraux de l'Afghanistan, donc pour le moment, ils préfèrent qu'on reste. C'est aussi ça votre particularité, hein, et c'est un peu le sens de ce triptyque qui mène votre engagement zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Voilà. Donc vous vous inscrivez totalement dans la ligne du président Macron et qui avait dit lors du dernier sommet de Paris qu'on ne pouvait pas opposer lutte contre la planète, lutte contre le réchauffement climatique, et lutte contre la pauvreté. Voilà. Alors, plus qu'à un certain point, parce que tant qu'on est sur des camps de réfugiés ou sur des zones très touchées par les catastrophes, la sécheresse en Afrique, etc., ça va. Mais si vous prenez le cas de l'Inde, où le rêve de toute la nouvelle classe moyenne indienne, c'est d'avoir une voiture, là, on n'est plus dans l'humanitaire, mais on est quand même dans une courbe qui est quand même 1,4 milliard de personnes en Inde ou 1,3 milliard. C'est pas avec ça qu'on va régler la question. Mais là, effectivement, vous avez raison. Nous, on est très, très vigilants sur notre bilan carbone, sur tout ce qu'on fait au point de vue agricole, etc. Et puis, l'autre volet, c'est aussi la formation des gens. Notre idée, c'est pas de reprendre le cliché usé jusqu'à la corde, c'est de donner des poissons, mais d'apprendre à pêcher. On forme des gens dans tout un travail d'accompagnement de l'artisanat, de l'agriculture pour améliorer la condition, etc. Ça, c'est du développement, mais on le fait en même temps que l'urgence. On va conclure avec cette citation que vous avez publiée au journal Le Monde en 2020 aux côtés de Marie-Pierre Calais, voilà, et Frédéric Roussel. Vous déclarez « L'humanité ne doit plus seulement penser P-A-N-S-E-R, le monde, il doit le penser, P-E-N-S-E-R, et le repenser ». C'est le nouveau cap de votre action après 30 ans d'existence. Voilà. Alors c'est un cap qui n'est pas encore complètement stabilisé. On pense que l'humanité, d'abord les besoins humanitaires sont en croissance, malheureusement. Et ça va à contre-courant de tous les discours qu'on entend sur la désoccidentalisation, le rejet des Nations Unies, tout ça c'est vrai. Mais il n'empêche que les besoins sont de plus en plus énormes et que les bailleurs, ce sont toujours les Nations Unies, les pays du Nord, etc. Jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Alors, le monde arabe commence à participer, d'ailleurs les Émirats commencent à participer, mais enfin majoritairement ça reste... les premières ONG humanitaires au monde, c'est les confessionnels. Hein, c'est World Vision qui est évangéliste ou Caritas qui est catholique. Donc, ce n'est pas encore les Africains qui pilotent les opérations, encore qu'il y a beaucoup d'Africains à Caritas. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une demande énorme. Il va y avoir des réponses nouvelles. Alors, on peut faire de la science-fiction, mais si un jour Microsoft décide de faire ce qu'on appelle de l'argent hélicoptère, c'est une formule de la Banque mondiale, au lieu d'envoyer des gens prendre des risques et tout ça, avec les téléphones, maintenant, on pourrait donner, dans un pays en catastrophe, on pourrait donner, je ne sais pas quoi, 50 € à tout le monde. Ça reviendrait le même prix, il y aurait sûrement des gens qui n'en auraient pas besoin, mais d'autres que ça sauverait.
et avec des facilités logistiques extraordinaires. Donc l'humanitaire peut continuer à se transformer et les ONG humanitaires telles qu'on les voit, peut-être qu'un jour elles seront passées de mode. J'en sais rien du tout, mais ça fait partie des scénarios. Et l'idée, c'est de voir comment, et c'est là la réflexion sur le zéro carbone, zéro pauvreté, etc., voir comment on est à la fois des opérateurs et aussi des influenceurs. Voilà. Mais dans un nouveau schéma qui n'est pas ni le tiers-mondisme, ni l'altermondialisme, qui est quelque chose de nouveau à inventer avec une très très forte composante écologique. Et on commence. Hein. La première étape, c'est d'influencer les bailleurs. C'est-à-dire que maintenant, quand on présente un programme à ECHO ou aux Américains, il y a une bonne partie sur l'économie carbone, la reforestation, tout ça maintenant. Et les bailleurs commencent à rentrer dans le jeu. Donc c'est déjà une première étape. Après, on verra. On est en pleine réflexion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Face à Face.